Lentement mais sûrement, nos réserves pétrolières s'épuisent. Ingénieurs et scientifiques réfléchissent à d'autres moyens d'alimenter nos villes en énergie. Le soleil, la fusion nucléaire, le vent. Et des architectes trouvent des solutions innovantes pour les mettre en œuvre. Il a fallu 7 ans au roi Salomon pour construire son temple. En 7 ans, dans cette même région, le Moyen-Orient, c'est toute une ville qui va émerger du désert. Une ville dédiée au développement durable, une éco-cité capable de fonctionner à un niveau zéro d'émissions de CO2, de rendre superflu l'usage de la voiture et de produire sa propre électricité. C'est là un défi immense. Et même un double défi, car cette ville nouvelle doit être écologique jusque dans sa construction. Neutralité carbone et 0 déchet sur le chantier. Elle sera achevée en 2016 et s'appellera Masdar, la source en arabe. Abu Dhabi est le plus vaste des Émirats du Golfe Persique et le plus prospère. Dans les années 1950, ce n'était qu'un petit royaume en plein désert. Il est devenu une métropole richissime avec l'avènement du pétrole. Abu Dhabi posséderait 8% des réserves pétrolifères mondiales. Ses exportations de pétrole représentent aujourd'hui les 2/3 de son économie. Ce pétrole qui coule à flot, on en use ici sans mesure. Air conditionné en permanence, grosses voitures, dessalement de l'eau de mer gourmand en énergie. L'émirat d'Abu Dhabi est un petit pays mais un gros pollueur. C'est à 2 pas de ce paradis du pétrole que Masdar va surgir de terre, comme une sorte de vitrine pour les technologies propres. Comment ce projet a-t-il vu le jour ? En 2006, le gouvernement d'Abu Dhabi a pris conscience que ce pays avait une mauvaise empreinte écologique, qu'il faisait partie de ceux qui émettent le plus de CO2. On a donc décidé d'agir pour passer d'une économie basée sur le pétrole et le gaz à une économie fondée sur des énergies renouvelables et des techniques innovantes. Le projet de Masdar est l'outil qui devrait nous aider à atteindre cet objectif. Sanad Ahmed est chargé de mettre en œuvre la phase 1 de la construction, le Masdar Institute of Science and Technology, un centre de recherche et d'enseignement dédié aux énergies renouvelables. Sur le campus de l'Institut, on se déplacera grâce au Personal Rapid Transit, de petits véhicules propulsés par l'électricité produite à Masdar. Le centre de recherche et son campus seront édifiés en 2 phases. La première, la phase 1A, prévoit la construction de 2 laboratoires de recherche et de 101 logements pour des étudiants de 3e cycle. Au rez-de-chaussée, une cantine, des salles de cours, des magasins et une chapelle. Le bâtiment phare du campus sera la bibliothèque avec sa coupole blanche. Édifier cette ville éco-efficace qui accueillera 45 000 habitants en 2016 est un pari d'autant plus difficile que le chantier lui-même doit répondre aux critères du développement durable. Et Sanad n'a que 18 mois pour mener à bien sa mission. Mark! Il a rendez-vous ce matin avec Mark Bugg pour voir comment avancent les fondations. Sorry, man. Okay. Comment ça se passe? Pas mal du tout. Vous en êtes où? Cette nuit, on a travaillé comme jamais. On a fait une 20aine de pieux. Et là, on vient juste de commencer à creuser pour couler une nouvelle série de 20 pieux. Masdar sera érigé sur une ancienne palmeraie de 6 km². Bien qu'il soit situé dans le désert, ce terrain est trop proche de la mer pour que l'on puisse creuser sans risquer d'infiltration. Si bien que les bâtiments seront construits en superstructure sur une dalle à 9 mètres de hauteur. Pour assurer la portance de cette dalle, il faut d'abord couler des pieux à 20 mètres de profondeur. On fore un trou et on y glisse une armature métallique autour de laquelle on vient couler du béton.
Pas n'importe quel béton d'ailleurs, puisque le chantier de Masdar doit utiliser autant que possible des matériaux propres. Le béton au premier chef. On estime que la production du ciment ordinaire à l'échelon de la planète est responsable de 5% des émissions de CO2. Mark Bugg et son équipe ont fait un compromis, moitié ciment ordinaire, moitié GGBS, un mélange de ciment et de scorie de haut fourneau. Alors ce mélange de béton, c'est bien du béton durable, du GGBS écologique à 60%. Donc il est bien dans les normes requises pour une ville durable. Oui, c'est ça. Il faudra plus de 900 pieux pour porter les fondations de la phase 1A. Phase que Mark et Sanad doivent réaliser en respectant l'échéancier et le cahier des charges. C'est, si l'on veut, un galop d'essai avant de passer à la construction de la ville tout entière. À Londres se trouve le siège du cabinet d'architecture et d'urbanisme Foster & Partners, qui a conçu les plans de toute la ville de Masdar et réalisé pour l'instant les maquettes de la première phase. Sanad et Mohamed Newara, un des concepteurs du projet de Masdar, ont rendez-vous chez Foster & Partners avec deux architectes. L'idée est d'essayer de créer, pour l'ensemble du campus, un point de convergence, un centre qui serait le cœur du projet. L'emplacement de ce cœur dans l'infrastructure urbaine est fondamental. Le plan directeur de Masdar est tout à fait inédit. Un ensemble urbain très concentré, construit sur une plateforme et écologiquement irréprochable. On a ici l'une des clés du concept général de Masdar. L'ensemble très étudié de ruelles étroites donnant sur des patios. Ainsi, on dégage de l'espace. L'architecture d'Abu Dhabi s'inspire des villes américaines. Grandes avenues, baies vitrées, esplanades. Une aberration sous un tel climat en termes de consommation énergétique. Traditionnellement, dans les villes du Moyen-Orient, on privilégie les ruelles ombragées, les tours à vent, les cours intérieures. Les architectes britanniques se sont en quelque sorte réapproprié le schéma de la Médina qui permet de tirer parti des variations thermiques naturelles. Le climat désertique d'Abu Dhabi se caractérise par des écarts thermiques de 8 à 10 degrés entre le jour et la nuit. À Masdar, on va exploiter ce phénomène. Sous les arcades, les zones ombragées, murs et plafonds, sont faits d'un béton très dense. La nuit, ces parois se refroidissent et dans la journée, leur température initiale étant inférieure à celle de l'air ambiant, elles absorbent les calories de l'atmosphère. Pour rafraîchir les rues et les espaces publics, on érigera une tour à vent utilisant la circulation naturelle de l'air. Des capteurs détectent la direction du vent et ouvrent des bouches d'aération. Les flux d'air frais y descendent par la seule différence de pression. La quasi-totalité des besoins énergétiques de Masdar seront assurés par des panneaux solaires qui recouvriront 80% des toits du centre de recherche. C'est à dessein que les panneaux débordent des toitures au-dessus des rues, pour ombrager celles-ci, mais aussi pour que les habitants sachent d'où provient cette énergie. Mais le choix des panneaux sur le toit ne fait pas l'unanimité. Je me demande si c'est indispensable de poser des panneaux photovoltaïques sur un aussi joli toit. Il est vraiment beau ce toit, avec sa forme de coquille assez emblématique. Et on le recouvrirait avec ces panneaux ? Si on ne le fait pas, on laisse passer une opportunité. Une opportunité de poser des panneaux. Oui. En termes de superficie, s'il y a ne serait-ce qu'1 cm² de toit sans panneaux solaires, moi, je suis un homme mort. À mon avis, il faut revoir ça. Ce sera hideux, franchement. Ça va faire un très vilain patchwork si on recouvre ce toit de panneaux.
Kevin a raison. On doit éviter que ce soit laid. Donc il faut choisir la technologie et les matériaux adéquats pour le toit en alliant l'efficacité à la beauté, puisque le but est de faire quelque chose d'emblématique. Oui, ce sera le bâtiment emblématique de la phase 1A. La construction durable est une idée encore neuve qui doit être explicitée aux entreprises venues travailler sur le projet de Masdar. C'est le rôle de Meg Sideroff et Lloyd Clark. Donc, pourquoi un projet vert? C'est le sujet d'aujourd'hui. Neutre en CO2, Mohamed, vous savez ce que ça veut dire? Non, c'est normal. Neutre en CO2 est un terme un peu vague, sur lequel les spécialistes eux-mêmes ne sont pas très au clair. Ce que nous voulons, c'est réduire l'énergie utilisée pour construire des bâtiments, employer des matériaux propres et faire en sorte que ces bâtiments fonctionnent en émettant le moins de CO2 possible. C'est comme ça qu'on aura un bilan carbone neutre. C'est ce que veut dire neutre en CO2. Zéro déchet, ça c'est clair. En fait, c'est assez simple. Il faut recycler ou réutiliser chaque fois qu'on peut. Toute la question des déchets réside là-dedans. Il y a des poubelles partout, des bennes pour les matériaux recyclables. Vous avez tous l'air un peu étonnés. C'est pour ça que je demande si tout le monde est d'accord. Vous avez des questions? Votre premier audit aura lieu fin janvier, ce qui vous laisse 6 semaines pour tout mettre en place, pour que tout soit parfait sur le chantier. Un chantier écologique, est-ce réalisable? Meg ne le saura qu'à l'issue de ce premier audit. Sanad, lui, entrevoit déjà les résultats de son travail. L'ossature du campus commence à prendre forme. La phase 1A se divise en 4 sections, ou 4 zones. Ce que vous voyez là, ce sont les premiers poteaux, avec les armatures, le coulage complètement terminé. Ils font partie de la zone 2, la zone d'habitation. La zone 1, ce sont les labos et les salles de cours. On voit ici la première série de colonnes de la zone 1. Au fond, il y aura la bibliothèque, la zone 3. Et dans cette direction, là où on voit les grues, c'est la zone 4 qui constitue le reste de la plateforme avec tout ce qui est au niveau de la rue. La ville de Masdar coûtera en tout 22 milliards de dollars que le gouvernement d'Abu Dhabi finance en grande partie sous la forme d'un prêt. Il faut donc qu'elle soit non seulement écologique, mais rentable. D'où le zèle avec lequel Sanad contrôle les budgets. Vous pourrez m'envoyer ça par email? Bien sûr. Tout ça. Donc ça, c'est un devis pour le mobilier. Ça figure dans les données prévisionnelles. Devis numéro 2, avec les coûts de fabrication. C'est un montant inacceptable. Ce sera refusé. J'aime autant vous le dire tout de suite. D'accord. Pendant que Sanad s'inquiète des dépassements de budget, sur le terrain, Mark Bug a un autre souci. Salut les gars, ça va? La sécurité. Vous avez tous vos lunettes? Plusieurs dizaines d'ouvriers sont morts accidentellement ces dernières années dans les Émirats arabes unis. C'est pourquoi Mark est aussi insistant. Bonjour. Ça va? Je voudrais te confier un petit travail. Il faudrait installer quelques marches pour monter. Des marches. Un accès. Va me chercher un chef d'équipe qui parle anglais, tu veux? Pour que je puisse lui expliquer. Il vous faut de vraies marches. Sinon, en montant comme ça, vous risquez de tomber en arrière. Il faut un escalier. Tu comprends?
Partout ici, d'accord? Marc est chef de chantier depuis 29 ans. C'est son premier poste au Moyen-Orient, où il est parfois difficile d'imposer les normes de sécurité rigoureuses auxquelles il est habitué. Le chantier de Masdar emploie des centaines d'ouvriers, des Américains, des Indiens, des Chinois, et il importe que les consignes de sécurité soient bien comprises par tous. C'est crucial pour nous que vous travailliez en toute sécurité sur ce chantier et que vous en repartiez sains et saufs. Meg Sidiraf déploie autant d'énergie pour pousser les responsables d'entreprise à diminuer l'impact environnemental du chantier. Le délai de 6 semaines qu'elle leur avait octroyé étant écoulé, elle procède aujourd'hui à l'audit de la société Him Hing. L'iPhone y est responsable des questions d'environnement. Premier point à vérifier, le type de matériaux utilisés. Ça, c'est du contreplaqué chinois. Vous voyez, il n'est pas bien assemblé. On ne pourra pas l'utiliser plusieurs fois. Je vois. Alors que celui-ci est bon, il est très solide. Alors vous en avez parlé à celui qui s'occupe de l'approvisionnement? Vous leur avez bien dit de se procurer des matériaux de qualité, écologiques et conformes aux normes ISO? Vous avez mentionné tout cela? Oui, on l'a précisé par email aux responsables des approvisionnements et à la direction ici. Quand ils choisissent du matériel, surtout du bois, il faut qu'il provienne de sources écologiques. On leur donne une liste des pays qui pratiquent une exploitation forestière correcte. C'est ça, la France, la Finlande, la Suède. Autre point important, le recyclage. Là-bas, il y a des gravats de béton. Par contre, il n'y a pas d'étiquette indiquant que c'est du béton. Et là, les bennes de recyclage. Elles viennent d'être vidées? Ah, là, il y a une étiquette. Oui, mais elle est à l'envers. Comme ça, c'est mieux. Bon, il faut entretenir la signalisation, ok? Point suivant sur la liste, les déchets dangereux. Des déchets dangereux, j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus. Ah, il y a les fameux panneaux de particules suspects là-dedans, non? C'est vrai qu'il faut qu'on s'en occupe. Donc, plusieurs déchets n'ont pas été stockés correctement. Pas assez correctement. Je vous mets 1. Pour chaque point de sa liste, Meg donne une note à l'entreprise et calcule informatiquement son empreinte écologique. Alors la société Him Hing aura-t-elle une bonne note globale? Asseyez-vous. Alors, disons que dans l'ensemble, sur le site, les choses sont faites comme il faut, mais je mets quelques réserves pour la zone des déchets. En tout cas, tout est bien trié, vous avez compris ce qu'il fallait faire, les ouvriers du chantier l'ont compris aussi, et ça, c'est très bien. Soulagé, hein? Alors, continuez comme ça. Continuez à faire du bon boulot. Oui, on va faire encore mieux. Voilà, très bien. Et le mois prochain, on sera encore plus sévère. Avant, je m'amusais à questionner les gens. Quels sont les 2 objectifs de Masdar? Ils répondaient la durabilité. Et moi, je disais non. C'est neutralité carbone et 0 déchet. Il faut réfléchir à ça et à ce qu'on fait au quotidien pour y parvenir. Est-ce que je passe mon temps à harceler les gens? Non, ce n'est pas dans mon tempérament, mais ils savent que je les observe et que s'ils font quelque chose de travers, je vais venir les trouver, toute contrite. Ils auront mauvaise conscience et me diront qu'ils n'ont pas eu le temps.
Il y a des jours où j'en ai marre. C'est pareil pour les gens qui contrôlent le planning. Je suis sûre qu'il y a des jours où ils envoient tout balader en se disant « on n'aura jamais fini à temps ». Moi, il m'arrive aussi de me dire « la durabilité, on n'y arrivera jamais ». Tout le monde a ses moments de découragement. Mais si un jour ça ne va pas, le lendemain, ça s'arrange. Il faut l'espérer tout au moins. Avec des budgets et des délais très serrés, Meg est obligée parfois de faire des compromis. Mais les 2 points clés du cahier des charges écologiques de Masdar, bilan carbone neutre et recyclage des déchets, ont déjà été pris comme modèle pour d'autres chantiers du Moyen-Orient. Comme ici, ces coffrages sont faits à 90% d'acier recyclé. L'acier présente l'avantage de pouvoir être indéfiniment recyclé sans perdre ses propriétés. En utilisant cet acier à Masdar, on réduit nettement l'impact écologique du chantier. En effet, la fabrication d'une tonne d'acier recyclé engendre 80% de CO2 en moins que la fabrication d'une tonne d'acier normale à partir de minerais de fer. À Abu Dhabi, la température varie entre 21 degrés l'hiver et plus de 40 degrés à l'ombre l'été. En plein été, comme maintenant, l'atmosphère est en outre très humide, ce qui rend la chaleur encore plus étouffante. En toute logique, on a envisagé de capter l'énergie solaire pour alimenter Masdar. 90% de son électricité proviendra d'une part des panneaux photovoltaïques installés sur les toits, d'autre part d'une grande centrale solaire d'une capacité de 10 MW. Mais paradoxalement, les panneaux solaires s'accommodent mal de ce climat désertique. Leur efficacité est réduite par le sable et la poussière qui s'y déposent, et une température excessive peut altérer les performances de certains modules. Samir Abou Zaïd installe à l'essai différents panneaux afin de choisir les plus performants. Dans cette centrale expérimentale, il y a 40 panneaux qui viennent de 33 fabricants différents, de pays aussi divers que les États-Unis, la Norvège, l'Espagne, le Japon, la Chine et Taïwan, la France, l'Italie. L'énergie produite pendant ces tests sera réinjectée dans le réseau électrique local. Cela compensera en partie les émissions de CO2 dues à la construction de Masdar. Le générateur du système installé à l'extérieur est en courant continu. On ne peut pas le faire passer directement sur le réseau qui est, lui, en courant alternatif. Alors chaque panneau est relié à un onduleur qui convertit en courant alternatif le courant continu généré par le soleil avant de l'envoyer au réseau local. Ici, vous voyez des wattmètres qui indiquent combien de watts fournit en ce moment chaque panneau. Vous remarquez que les chiffres sont variables. Certains sont élevés, d'autres bas. Normalement, ils devraient tous indiquer 1000 watts. Mais comme il est 3 heures de l'après-midi et que le soleil ne donne plus directement sur les panneaux, ils produisent moins d'énergie. Les panneaux déjà installés fournissent environ 2400 kWh par jour. Ainsi, grâce au soleil, Samir produit l'équivalent des besoins énergétiques de plusieurs milliers de foyers. Il faut pour respecter les délais que le chantier tourne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec des équipes qui se relaient. Mais vient le moment où il faut concilier contraintes matérielles et traditions religieuses. Bon nombre des ouvriers de Masdar sont musulmans et observent le jeûne du Ramadan. Ils peuvent continuer à travailler, mais sans manger du lever au coucher du soleil. Et sans boire.
même à midi, par 40 degrés. Sanad observe le jeûne, lui aussi. Pourtant, il est là dès 8 heures et travaille 10 heures par jour tant la pression est forte. Il s'est engagé à ce que le campus soit prêt dans les temps pour accueillir les étudiants. C'est une bonne expérience de jeûner toute la journée, je trouve. Ça me rend plus fort. Quand je suis sur le terrain, accablé de chaleur, en train d'observer ce travail sous différents angles de vue, de regarder ces ouvriers qui passent des heures sous le soleil, je me sens comme eux. Je participe sans boire et sans manger. Le ramadan a débuté il y a une semaine et il se trouve que Sanad doit faire un rapport à son chef Mohamed Newara. Vous pouvez me dire où en est la construction? Jusqu'à hier, nous avons coulé 27 pieux et monté 9 colonnes. La dalle sera prête en novembre. Actuellement, nous avons 315 ouvriers sur le chantier. Équipe de jour et équipe de nuit. Ils travaillent 24 heures sur 24. Il va vous falloir au moins 700 ou 800 ouvriers pour y arriver. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Fin octobre, nous aurons 500 étudiants, 500 ouvriers. Il vous en faut 800, sinon vous n'y arriverez pas. Vous n'avez fait que 9 colonnes pour l'instant. C'est peu. C'est vrai, c'est très peu. Mais le travail du coffrage marche très bien. Ils le font en général la nuit, et le matin, quand l'autre équipe arrive, ils coulent le béton. Donc le coffrage avance bien. Je pense que ça ira quand on aura plus de main-d'œuvre. Quel impact a eu le ramadan sur l'avancée des travaux? Vous savez qu'il y a des ouvriers musulmans sur le chantier. Le rendement a baissé parce qu'ils jeûnent, ils ont soif. J'ai demandé au chef d'équipe qu'on aménage des zones où les ouvriers musulmans puissent se reposer. Moi-même, je suis moins efficace. Vous savez, on a soif tout le temps, il fait chaud, je suis dehors dans la chaleur, je rentre, je transpire, donc c'est un peu difficile. À la fin de la journée, il y a le résultat, le couronnement de l'effort qu'on a accompli en travaillant 12 heures par jour, en y mettant tout son cœur, tout son esprit, sa famille, sa vie sociale, et tout ça pour être dans les temps. Faire le centre de recherche et le campus dans les délais, ce sera notre plus belle récompense à la fin. En 8 mois, les 922 pions ont été coulés et les colonnes érigées par-dessus. Les ouvriers vont pouvoir construire la dalle qui va accueillir le campus. Sous cette dalle, il y aura les circuits électriques, les systèmes de refroidissement et le Personal Rapid Transit. Au-dessus, la bibliothèque, les laboratoires, les appartements, les commerces. Près d'1 millier d'ouvriers travaillent pour l'instant à Masdar en équipe de jour et de nuit. La réalisation de la phase 1A étant déjà bien avancée, l'équipe de nuit a commencé à travailler sur la phase 1B. La construction d'un local pour une association d'étudiants, d'une salle de gym et d'une piscine découverte. À l'issue des tests, Samir a finalement choisi des panneaux provenant de Chine et d'Allemagne pour équiper sa centrale photovoltaïque. Il en expose les plans aux ingénieurs. La centrale sera installée dans le coin nord-ouest du site. Elle s'étendra sur 200 000 m² qui ont déjà été délimités. On commencera à clôturer le terrain et à faire un plan d'installation des panneaux le mois prochain. La pose des panneaux s'achèvera en janvier.
Aujourd'hui, Samir va visiter le site avec Khaled, le maître d'œuvre de la centrale. Le drapeau rouge, c'est... Les drapeaux rouges, ce sont les limites du terrain. C'est vraiment immense. Ce sera la plus grande de la région. Je vois à peine les autres bornes là et là-bas. Personne n'a jamais créé une aussi grande centrale photovoltaïque. Malgré les efforts de Sanad et de toutes les équipes, la construction de la phase 1A est en retard de quelques mois, notamment à cause de certains critères concernant le développement durable, comme les isolations thermiques essentielles pour l'éco-efficacité de Masdar. Notre pari le plus important, c'est le respect du cahier des charges des laboratoires. Il faut que nous soyons certains d'atteindre les objectifs d'efficacité énergétique. Pour les façades des laboratoires et des immeubles d'habitation, nous essayons d'obtenir un certain coefficient d'isolation pour la performance énergétique. Les façades des bâtiments doivent être parfaitement isolées pour absorber le moins de chaleur possible. Sous ces climats très chauds, on dépense énormément d'énergie pour rafraîchir l'intérieur des bâtiments. Si l'on veut que Masdar soit une ville neutre en CO2, il faut qu'elle présente la meilleure performance énergétique possible. Dans les laboratoires équipés en matériel fragile, la température doit impérativement être constante. Voici ce que les designers de Foster & Partners ont imaginé. La première couche de la façade, transparente mais très résistante, est faite d'un produit proche du téflon qui empêche le sable et la poussière d'y adhérer. Le panneau suivant est une zone tampon thermique. La troisième couche est une feuille de papier d'aluminium qui réverbère la chaleur tout en reflétant la lumière du jour dans les ruelles. Enfin vient un panneau hermétique parfaitement isolant. Les architectes londoniens ont demandé que soit construite une maquette pour s'assurer que cette idée novatrice s'avère aussi intéressante qu'ils l'imaginent, tant du point de vue énergétique qu'esthétique. Sur le chantier, une équipe travaille depuis plusieurs jours à cette maquette grandeur nature. Un immeuble d'habitation avec sa façade, dont la conception est similaire à celle des laboratoires. Elle est tout juste terminée quand arrivent de Londres les responsables du cabinet de design et d'architecture Foster & Partners. Gérard Evenden, chef de projet. David Nelson, directeur général. Et Ross Palmer, architecte. Sanad est là pour les accueillir et discuter avec eux de ce modèle qui préfigure avec quelques mois d'avance ce que sera le campus de Masdar. Je suis très content de mon choix. Cet aspect cuivré. Regardez la texture, c'est incroyable. La paroi haute performance, c'est la troisième couche. Celle qui est à l'intérieur. Cette couche-ci empêche simplement la paroi cuivrée de recevoir directement la lumière du soleil. Les murs des immeubles d'habitation sont aussi esthétiques que fonctionnels. Leur façade se compose, là encore, de 4 couches. La première, un mélange de sable du désert et de béton armé de fibres de verre, protège les couches inférieures des rayons solaires directs. La seconde est une zone tampon thermique qui réduit la chaleur rayonnée. La troisième est la paroi haute performance. En aluminium couleur cuivre à 90% recyclé, elle dévie la chaleur et assure l'étanchéité à l'air de la façade. Enfin, la quatrième couche est un isolant de 25 cm d'épaisseur. En tout cas, on va prendre cette couleur. Elle est bien, cette couleur, non? Celle qui est légèrement plus foncée? Oui, c'est la mieux. Ah, c'est la plus belle couleur. C'est Trevor Lambton qui doit réaliser les panneaux composant les façades des bâtiments d'habitation. D'ici 3 mois, il devra fournir les 101 panneaux nécessaires pour tout le bâtiment. Vous aurez le temps?
C'est un peu serré comme délai. Je suis le seul à être dans les temps ici. C'est vrai. On pourrait peut-être préparer un panneau, on le regarde ensemble, on donne le feu vert et puis on passe à la production. Ouais, parfait. Et ça, c'est la largeur réelle de la rue? Oui, on a fait en sorte que ce soit fidèle à la réalité. C'est la rue la plus étroite. Les rues ne feront que 4,50 m de large, de façon à être peu exposées au soleil ou à l'extrême chaleur, comme dans les villes traditionnelles. L'orientation du centre de recherche, sud-est-nord-ouest, lui assure de l'ombre presque toute la journée. L'autre jour, je travaillais là-bas et je transpirais à grosses gouttes. Et arrivé ici, ça allait mieux, c'est ça? Oui, j'étais carrément gelé. C'est incroyable. Six mois plus tard, les panneaux des façades sortent de l'usine. Trevor est dans les temps, comme promis. Hep, le harnais là. Mark Bugg, le chef de chantier, supervise la pose des panneaux des appartements du campus. Ils pèsent près de 2 tonnes chacun. Tout le monde est sur les nerfs. Il suffirait d'une fausse manœuvre pour abîmer les plaques de métal colorées situées derrière chaque panneau, qui sont des pièces maîtresses pour la performance énergétique. L'opération de pose est délicate, mais le résultat est là. Des appartements bien isolés de la chaleur, grâce à une façade qui évoque les moucharabiés de l'architecture arabe traditionnelle. De son côté, Meg poursuit sa course à la neutralité carbone. Elle passe en revue tous les matériaux utilisés sur le chantier, composition, provenance et moyens de transport par lesquels ils sont arrivés à Abu Dhabi. Ça, c'est juillet. Alors, voyons les matériaux. En juillet, on a fait le point sur les foreuses et les coffrages. Sur le chantier, on a utilisé que du béton et des armatures en fer. Elle examine aussi les déplacements de tous les employés de Masdar et l'élimination des déchets. Alors, les déchets? Oui, les déchets. Les seuls qui aient quitté le site sont les eaux usées, les déchets toxiques et les déchets alimentaires, pour éviter d'attirer les rats. Tous ces chiffres traités mois par mois révèlent le bilan carbone du chantier, indiquant à Meg quelle est l'empreinte écologique des bâtiments de la phase 1 pendant leur construction. Ça nous fait un total de 63,9 tonnes de carbone. 63,9, d'accord. Cette étude d'étalonnage est une première dans les Émirats arabes unis et pourrait aider Meg à réduire l'empreinte carbone des prochaines phases de construction de Masdar. Dans ces tableaux, Meg fera figurer bien sûr la mesure compensatoire mise en place par Samir, la réinjection dans le réseau local de l'électricité produite. L'aménagement d'une centrale solaire est déjà en soi une belle réalisation. Mais en outre, Samir aura formé une équipe locale capable à l'avenir d'installer d'autres centrales dans les Émirats. Elle est gigantesque. C'est la première centrale solaire de ce type dans tout le Moyen-Orient. La première ferme photovoltaïque. Non seulement nous fournirons de l'électricité à la ville, mais l'un des objectifs de cette centrale est de créer le savoir-faire dans ce domaine à Abu Dhabi. C'est mon invention et j'en suis fier. C'est moi qui suis à l'initiative de ce projet et je vais le voir se réaliser. Dieu nous a donné tellement de ressources à exploiter. Il nous faut simplement faire marcher notre cerveau pour utiliser ce que Dieu a mis à notre disposition. Et c'est ce que nous faisons ici. Ça a été long, mais mieux vaut tard que jamais. C'est un investissement pour l'avenir.
Il y a toujours des retards, des impondérables. Mais le chantier continue d'avancer jour après jour, porté par cette équipe motivée qui veut croire en un avenir durable. De ce désert, Sanad, Marc et les ouvriers auront fait sortir en 18 mois 2 laboratoires de recherche sur les énergies renouvelables, 101 appartements pour des étudiants de 3e cycle de toute nationalité, et une version moderne de la traditionnelle Tour des Vents. Ils en sont à présent à monter le toit de la bibliothèque. Dans quelques mois, une fois les finitions terminées, l'Institut de sciences et de technologie ouvrira ses portes aux premiers étudiants. Il est trop tôt pour savoir si le projet de Masdar aura un impact sur l'empreinte écologique globale d'Abu Dhabi. Mais Sanad Ahmed est convaincu que les compétences acquises et les leçons apprises durant la première phase de la construction changeront forcément les choses. Je suis impliqué dans ce projet depuis le tout début. J'ai participé au choix des architectes, des consultants, des entreprises et des sous-traitants. J'ai fait face à toutes les difficultés, applaudi à tous les succès. J'étais là pour chaque ratage, chaque triomphe, chaque événement marquant. C'est le projet de ma vie. Je veux léguer cette réalisation à mes enfants. J'ai 2 enfants et je tiens absolument à ce qu'ils sachent que j'y ai participé. Chaque fois que je passerai devant Masdar, je leur montrerai ce que nous avons fait. C'est l'avenir que nous construisons ici. Et cette réalisation encouragera certainement les futurs décideurs politiques à exporter ce projet dans le monde entier. Il s'agit de construire non seulement des bâtiments durables, mais un monde durable. Demain, nous verrons que la géothermie pourrait bien elle aussi avoir sa place dans ce monde durable. Mais dans un instant, Sophie nous attend au Queyras dans les Alpes. Au programme, balade en raquette, en traîneau à chien et dégustation de tomes.